Un retour de l'impôt sur la fortune et sur la taxe Zuckman, c'est pas la bonne réponse, estime le Premier ministre. Vous considérez le contraire ? On se demande quelle est la bonne réponse. On a une série d'études économiques depuis plusieurs années, il y en a encore une qui est parue cette semaine, qui nous montre qu'il y a des trous importants dans la raquette fiscale. Deux types de trous. L'impôt sur les sociétés, il y a des grandes entreprises qui arrivent à faire taxer ailleurs les profits qu'elles réalisent en France pour les faire taxer moins cher. Ça, c'est du côté des sociétés. Et du côté des contribuables, les contribuables extrêmement riches, les milliardaires, arrivent à ne déclarer des revenus que très faibles et du coup à contourner l'impôt sur le revenu. Et la taxe Zuckman, c'est une réponse à ça, c'est de dire, pour des gens qui ont des patrimoines de plusieurs milliards et dont les entreprises ont des revenus de plusieurs centaines de millions d'euros, on ne peut pas croire qu'ils aient des revenus très faibles, et donc on va aller vérifier. Et on va vérifier qu'ils payent un impôt qui est au moins égal à 2% de leur patrimoine. Donc Gabriel Zuckman propose une solution, et ce qui me paraît particulièrement intéressant dans cette solution, c'est de faire rentrer dans l'assiette fiscale, dans les ordinateurs de Bercy, la connaissance du patrimoine de tout le monde. Aujourd'hui, Bercy connaît mon revenu pour l'impôt sur le revenu, le vôtre. Il connaît le patrimoine immobilier de chacune et chacun des Français. Mais Bercy ne connaît pas, à ma connaissance, le patrimoine des milliardaires. Et la taxe Zuckman, c'est une forme de réponse à ça. Il faut être sourd pour ne pas entendre que les Français nous demandent plus de justice fiscale. Certains impôts augmenteront, d'autres diminueront, assure le chef de l'État, le chef du gouvernement dans Le Parisien. Lesquels, à votre avis, en se basant sur les orientations du socle commun auquel renvoie Sébastien Lecornu? On peut imaginer quoi comme augmentation et baisse d'impôts? J'ai pas Raisonnablement, je dirais. J'ai pas d'informations là-dessus. Je pense qu'il y avait une piste qui était le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Ça me paraissait plutôt une bonne piste, une façon progressive de faire augmenter un petit peu l'impôt et plutôt davantage pour les ménages qui ont des revenus élevés. Mais globalement, je pense que c'est pas une très bonne idée quand on veut faire de la consolidation budgétaire de diminuer les impôts. Il y a un raisonnement que tient le Premier ministre, que tiennent beaucoup de gens, qui me paraît pas bon, qui est de dire on a un taux de prélèvement obligatoire très élevé, donc on peut pas l'augmenter et du coup on va réduire les dépenses. En fait, le taux de prélèvement obligatoire, il dit pas grand-chose sur la santé de notre économie. Il dit juste qu'on a fait des choix de socialisation, par exemple l'école est publique, par exemple les retraites sont publiques, mais il dit pas du tout qu'on a atteint un maximum et que c'est une bonne idée de le baisser. Dans les années qui ont précédé, depuis 2017, en fait, on a beaucoup baissé les prélèvements obligatoires, la taxe d'habitation, l'impôt sur les sociétés. Et aujourd'hui, quand on veut réduire le déficit public, c'est probablement moins dommageable pour l'économie de réaugmenter certains prélèvements obligatoires plutôt que de couper dans des dépenses publiques qui sont déjà un peu à l'os. Sébastien Lecornu propose une diminution de 6 milliards d'euros sur le train de vie de l'État. Ça veut dire quoi, Mickaël Zemmour, le train de vie de l'État? Et est-ce que 6 milliards, c'est beaucoup? 6 milliards, je pense que c'est beaucoup. Il faudra voir d'abord comment 6 milliards sont comptés et ensuite ce qu'il y a derrière. Mais je pense que c'est très inquiétant. D'abord parce que dans les dépenses publiques, l'État est le secteur qui a fait beaucoup d'économies au cours des dernières années. Parce que quand on entend train de vie de l'État, on entend gabegie, quoi, en gros. C'est peut-être ce que l'expression veut dire, mais en tout cas, les dépenses somptuaires, ça ne représente pas 6 milliards d'euros. Au cours des dernières années, on a eu par exemple un gel du point d'indice, c'est-à-dire de la rémunération des fonctionnaires. On constate, il y a des rapports publics, notamment de France Stratégie. C'est pas ça le train de vie de l'État auquel fait référence Sébastien Lecornu ici? Je pense pas, mais si on veut économiser 6 milliards, c'est pas simplement sur les petits fours. Si on veut économiser 6 milliards, c'est forcément sur la masse salariale ou sur des missions que remplit l'État. Et donc, moi, ça m'inquiète de ce point de vue-là, parce qu'on a des rapports qui montrent que l'État n'arrive plus à recruter, et notamment dans les fonctions cruciales, la santé, on le sait, l'éducation aussi. Et donc, pour préparer l'avenir, c'est inquiétant si on se met à serrer encore la vis, alors même que probablement il faudrait investir dans ces services-là. Le prochain budget ne sera pas d'austérité et de régression sociale, promet le chef du gouvernement. Ça veut dire quoi un budget d'austérité, Mickaël Zemmour? Est-ce qu'il y a un chiffre palier? Est-ce que 44 milliards sous François Bayrou, c'était un budget d'austérité, par exemple? Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs façons de le compter. On peut dire l'austérité, c'est quand les dépenses baissent, par exemple, quand on réduit le déficit. On peut dire aussi que quand on va réviser des droits sociaux à la baisse, ce qui était envisagé, par exemple, avec le gel des prestations sociales, c'est une forme d'austérité. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des dépenses spontanées publiques qui augmentent, et elles augmentent pour de bonnes raisons. La population vieillit, par exemple, elle est davantage malade, elle a davantage besoin de se soigner, le nombre de retraités augmente, et donc si on gèle le niveau des dépenses alors même que les besoins augmentent, ça peut être une forme d'austérité, alors même qu'on affiche des dépenses en augmentation.
Et donc, on peut tout à fait, et parfois les gouvernements jouent sur cette ambiguïté, avoir une réelle austérité, des déremboursements de soins par exemple, ou des déremboursements d'ALD, et en même temps dire les dépenses augmentent. Le Premier ministre promet que les moyens consacrés aux retraites augmenteront de 6 milliards, et ce pour la santé de 5 milliards. Ça veut dire quoi ? Ça serait intéressant d'en avoir le détail. 6 milliards, on peut imaginer que c'est le fait de laisser indexer les pensions, c'est-à-dire de les laisser augmenter autant que l'inflation. Et donc, de ce point de vue-là, renoncer à une des mesures qui était envisagée. Ce que j'allais dire, si c'est ça, c'est une annonce. Enfin... On peut envisager, en tout cas, l'ordre de grandeur correspond. Et donc, ça veut dire ne pas jouer de ce côté-là. Du côté de la santé, c'est plus ambigu parce que les dépenses de santé augmentent spontanément chaque année, parce qu'il y a des besoins de santé qui augmentent, parce que les hôpitaux ont des coûts, etc. Et donc, il faudra regarder dans le détail, mais on peut tout à fait se retrouver dans une situation où les dépenses de santé augmentent bien de 5 milliards, mais où en réalité, il y a quand même des mesures d'économie à la clé. Et c'est ça qu'il va falloir regarder dans les détails, justement pour savoir si on a de l'austérité de ce côté-là. Il est question de fraude fiscale et sociale aussi, dans cette interview du Premier ministre. Elle est évaluée à combien aujourd'hui ? Ça dépend. C'est un combat majeur, hein, c'est un combat difficile. Ça dépend de ce qu'on met derrière, mais je pense que c'est un chantier de long terme. Et de manière plus générale, je pense que si on veut redresser les finances publiques, ça se fait pas sur un seul budget. Le gouvernement a l'air de vouloir resserrer le déficit très vite. Je pense trop vite. Peut-être un peu trop vite pour deux raisons. D'abord, ça risque de ralentir un petit peu l'économie. Parce que la dette publique a encore gonflé à 115% du PIB au deuxième trimestre, et Sébastien Lecornu dit vouloir viser désormais 4,7% du déficit en français. Ça veut dire quoi ? Ce qu'il nous dit, c'est que peu ou prou, comme François Bayrou, il veut aller plutôt rapidement dans la réduction des déficits. Et ça pose deux questions. D'abord, ça risque de freiner un petit peu l'économie. Comme on sait, plus on serre la vis, plus l'économie ralentit. Se pose une deuxième question de soutenabilité politique. La crise d'économie politique qu'on vit en France, elle n'est pas liée uniquement à la situation économique de la France, elle est liée aussi au fait qu'il n'y a pas eu de changement de cap. C'est-à-dire que le cap de la politique de l'offre, qui était celui qui était tenu depuis 2017, depuis 2022, il n'a plus de majorité politique. Et c'est parce qu'il n'y a plus de majorité politique qu'on a une dissolution, voilà. Et donc, le maintien de ce cap-là, la politique de l'offre, la réduction du déficit à ce rythme rapide, ça peut être un facteur de fragilité aussi au final pour les finances publiques. Ce qu'on voit là, c'est l'augmentation en temps réel. Ça vous fait sourire de la dette française, 3,500 quasiment 3,500 milliards. Oui, ça me fait sourire parce que vous, moi, personne ne peut se représenter exactement ce que représente 3 000 milliards. Mais par contre, on sait ce à quoi il faut faire attention. Ce à quoi il faut faire attention pour aller vite, c'est le déficit public. Le déficit public, il est trop important depuis 2023-2024. Il a atteint presque 6 points de PIB. Il faut le réduire. Simplement, le défi, c'est que c'est pas le seul problème auquel la France est confrontée. Et donc, il faut remplir une équation où il faut à la fois répondre aux défis économiques que connaît la France, une économie au ralenti, une transition écologique à réaliser, des services publics en difficulté et réduire le déficit public. Et pour bien le compter, c'est pas tellement en milliards qui défilent comme ça, c'est plutôt en points de PIB. Et donc, effectivement, il faut dessiner une trajectoire, et une trajectoire sur plusieurs années, pas simplement avoir le nez sur l'année 2026, d'autant plus que réduire le déficit en soi, ça fera pas que l'économie va mieux derrière. Elle ira plutôt un peu moins bien.